psychologue clinicien et psychothérapeute depuis 1967. Il a un parcours dans différentes approches, la psychanalyse, la thérapie systémique, de couple, familiale, en psychodrame, de thérapie d'expression et en gestalt thérapie dans divers instituts européens et américains. Dans son parcours, la rencontre avec Isadore Fromm, figure marquante de l'école new-yorkaise, membre du groupe fondateur de la gestalt-thérapie, rencontre qui va être déterminante dans ses choix et dans les directions pratiques et théoriques de la gestalt-thérapie. Après 17 ans d'exercice en service public, il crée l'Institut français de gestalt-thérapie en 1980, qu'il va diriger jusqu'en 2007. Donc il a contribué à la formation de nombreuses générations de psychothérapeutes en gestalt-thérapie en France et à l'étranger. Et il continue encore à contribuer à cette formation, toujours en France et à l'étranger surtout. Il est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages d'approfondissement en gestalt-thérapie et de nombreux articles qui ont été traduits dans plusieurs langues, en anglais, en français. Non, excusez-moi. Je suis un peu troublée. C'est pas évident de présenter Jean-Marie. En belge, en russe, en anglais, en portugais, en espagnol, peut-être d'autres langues aussi. Donc, il est également membre du comité de rédaction de plusieurs revues internationales. Voilà, et bien d'autres choses. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'il nous raconte sa vision du concept d'identité. Voilà. Merci Françoise. Par les proches. Par les proches. Et oblique. Et oblique. D'accord. Le concept d'identité, c'est pas vraiment un concept qui fait partie de la théorie de la gestalt-thérapie. Et je me souviens que certains étudiants, au niveau de leur mémoire de fin de formation, il y a déjà pas mal d'années, ont essayé d'élaborer des théories de l'identité d'un point de vue de la gestalt-thérapie dans leur mémoire de fin de formation. Et très souvent, c'était assimilé à la fonction personnalité du self. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a des points communs, mais il y a quelque chose qui est assez compliqué à préciser, c'est que si vous me demandez qui je suis, peut-être je pourrais dire un peu quelque chose. Quand Françoise dit qui je suis, c'est une vision très, très partielle de ce que je suis. Et sans doute que si moi j'avais à me présenter, je ne dirais pas tout à fait la même chose. Si on demande à ma femme de dire qui est Jean-Marie, elle dira aussi sans doute quelque chose de différent de ce que je pourrais dire de moi-même. Bon, donc ça veut dire que qui je suis, qui a raison ? Qui a raison ? Ceux qui vont dire qui je suis ou moi qui vais dire la vision que j'ai de moi-même pour avoir vraiment un
regard à peu près correspondant. Il faudrait faire une espèce de synthèse de tout ça. Mais dans cette synthèse, il y aurait sans doute des contradictions qui devraient s'opposer. Donc, à vrai dire, dire qui je suis, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et j'oserais dire, en fait, pour moi, c'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous avons besoin d'avoir un sentiment de permanence et de continuité. Pierre-Yves disait ce matin que c'est ça qui nous donnait de la cohérence. Mais à vrai dire, entre le petit Jean-Marie qui avait 3 ans, 5 ans ou 10 ans et le Jean-Marie d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup en commun. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que je n'aurai pas plus de choses en commun avec Françoise, avec Pierre-Yves ou avec Patrick qu'avec le petit Jean-Marie qui avait 3 ans ou 5 ans ou 10 ans. Donc ce sentiment de continuité dont j'ai besoin pour pouvoir survivre, j'ai l'impression que c'est un peu une histoire que j'aime me raconter, que nous avons besoin de nous raconter, la continuité. Ça nous renvoie à peut-être à cette histoire du bateau de Thésée dont Pierre-Yves nous parlait ce matin, et donc à la question du changement. D'ailleurs, à propos de changement, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire et qui est très, très interpellant pour un psychothérapeute, c'est ça. Ça t'échappe. Voilà. On prévient les intervenants qui travaillent dans cette salle. Si vous modifiez l'organisation de la salle, il est impératif de la remettre en l'état, configuration classique, à la fin du cours. Donc, vous êtes priés, si vous déplacez le mobilier, de le remettre comme il est à la fin. Est-ce que vous avez essayé de le déplacer ? Pas encore. Je vous souhaite bien du plaisir. Donc, c'est intéressant par rapport aux théories gestaltistes du changement et tout ça. Hein ? Essayez de changer. Bon. Alors, pour revenir à notre sujet, la question de l'identité, donc fonction personnalité, sûrement pas, puisque la fonction personnalité, vous savez que c'est qui je pense que je suis, qui je me représente que je suis. Or, ce que je pense que je suis ou ce que je me représente être, ce n'est pas obligatoirement complètement ce que je suis. Et souvent, ça peut être très éloigné. Il y a aussi dans la théorie de la Gestalt-thérapie un texte célèbre qui est considéré comme un des fondements de la Gestalt-thérapie. Je sais que moi, j'y fais pas trop référence parce que c'est un texte qui m'a toujours paru très ambigu. C'est ce qu'on appelle la théorie paradoxale du changement. Un texte de Beisser qui date des années Peirce, qui nous explique que le changement, ça consiste à devenir qui on est et non pas à devenir qui on n'est pas. Bon. Devenir qui on est, ça c'est quelque chose qui traîne dans la littérature psychologique et philosophique depuis des siècles, mais en particulier depuis une cinquantaine d'années avec les magazines psy qui nous invitent à devenir qui nous sommes de manière très, très récurrente. Bon, est-ce que je peux être
autre chose que qui je suis. Devenir qui je suis, est-ce que je pourrais être un autre? Ou comme disait l'autre, bref, en fait, je ne vois pas d'autre solution que d'être qui je suis, tous les autres sont déjà pris. Cette formule-là, cette formule devenir qui je suis, on peut l'entendre de différentes manières, j'en suis conscient. En particulier, ça peut nous renvoyer à la notion d'un soi intérieur, d'un vrai soi qui serait caché, et d'un faux soi qui serait ce que je montre à l'extérieur. Et devenir qui je suis, ça serait en définitive oser révéler, mettre à l'extérieur ce qui est en fait ma vérité à l'intérieur. Or, cette vérité soi-disant à l'intérieur, moi je crois que ça fait partie des mythes. Pour moi, il n'y a pas de soi intérieur qui soit différent de ce que je montre et de ce que vous voyez. Mais c'est souvent difficilement acceptable et nous avons besoin de nous raconter que, au fond de nous-mêmes, nous sommes autres et nous sommes tellement meilleurs que ce que nous pouvons montrer à l'extérieur. Je suis retombé sur un petit bout de texte de Pearls et Goodman dans le chapitre 10 de notre livre fondateur, que j'avais jamais vraiment remarqué, et qui d'ailleurs est un bout de texte qui est un paragraphe qui est tout à fait complètement entre parenthèses. Il dit: supposons que, en se concentrant sur le visage de quelqu'un, on sente que ce visage est un masque et qu'on se demande alors quel peut bien être le véritable visage. Cette question est absurde, car le véritable visage de quelqu'un est une réponse à une situation présente. S'il y a danger, le véritable visage, c'est la peur. S'il y a quelque chose d'intéressant, c'est un visage intéressé, etc. Le visage réel, qui serait au-dessous d'un visage ressenti comme masque, serait une réponse à une situation maintenue hors de la conscience. Et c'est cette situation présente, à savoir garder quelque chose hors de la conscience, qu'exprime le masque. Car le masque est alors le véritable visage. De sorte que le conseil « soyez vous-même », souvent donné par les thérapeutes, s'avère quelque peu absurde. Ce qui est signifié, c'est contacter la situation présente, puisque le self est uniquement ce contact. Donc, vous voyez, cette idée qu'on pourrait dire que vrai self et faux self, ça n'a pas de sens en Gestalt-thérapie. Je ne suis que ce que vous pouvez voir, ce que je peux montrer. C'est aussi ce que la phénoménologie nous a appris, que cette frontière entre ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur n'a pas beaucoup de sens, on va dire pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est le self de la Gestalt-thérapie? C'est intéressant de revenir aux origines du mot self. Et personnellement, je préfère ne pas traduire le mot self par soi ou soi-même, parce que je crois que si on le traduit, on perd une bonne partie de ce que contient le mot self.
les historiens de la langue anglaise nous expliquent que jusqu'au XIXe siècle, self, ce n'était que un préfixe ou un suffixe. Ce n'était pas un concept autonome, un mot autonome. Préfixe comme dans self-control, self-service, etc., etc. Ou suffixe, myself, themself, yourself, etc. Mais ça n'existait pas en tant qu'entité séparée, the self, a self, jusque donc au début du XXe siècle où certains philosophes ont commencé à s'interroger sur qu'est-ce que c'est self, cette particule qui est accolée à certains mots avant ou après. Et si on regarde justement qu'est-ce qui se passe quand on regarde un mot qui a self comme préfixe, ça va donner la chose suivante, par exemple. Prenons le concept de self-service. Qu'est-ce que c'est self-service? Si je traduis, si je décompose en anglais, c'est I serve me. Ça veut dire que self, c'est le concept qui va remplacer à la fois I et me, les deux en même temps. Quelle est la différence entre I et me, entre je et moi? La différence entre je et moi, c'est que je est actif et moi est le récepteur de cette action. Quand on dit je, ça implique qu'il y ait quelque chose après. Il y a obligatoirement un verbe, il y a une action qui va suivre. Alors que moi, c'est quelque chose qui peut fonctionner de manière quasi autonome et stable et permanente. Il n'y a pas obligatoirement une action qui va suivre l'utilisation du mot « moi ». Donc, self, c'est à la fois l'acteur de quelque chose et le bénéficiaire de cette action. Okay. Vous vous souvenez aussi que quand Peirce et Goodman expliquaient les caractéristiques du self, il précisait que c'est aussi ce qu'ils appellent la voie moyenne du grec, c'est-à-dire ça plus ça en même temps, être acteur et bénéficiaire de l'action. Mais ce qui est intéressant aussi, et qu'il m'importe de ne pas oublier, c'est que entre le je et le me, entre le je et le moi, il y a un verbe, il y a obligatoirement une action, il y a obligatoirement un contact. S'il n'y a pas une action, s'il n'y a pas un contact qui va relier le je et le moi, eh bien, il ne peut pas y avoir de self. Donc, pour moi, c'est revenir à l'origine du mot self. Ça me montre que la théorie de la Gestalt-thérapie est certainement, à mon avis, celle qui est le plus fidèle au concept de self tel qu'il est pratiqué dans les origines de la langue anglaise. Parce que quand vous prenez le self de Winnicott, ou vous prenez le self de Jung, ou que vous prenez le self de Cohut, ou de tous les auteurs psy
qui ont théorisé sur le self au XXe siècle, on est beaucoup plus du côté du moi, c'est-à-dire du résultat de la sédimentation de tous ces contacts. Quand Winnicott nous parle de son faux self, ben, le faux self, ça suppose aussi qu'il y ait un vrai self, mais c'est le résultat, et le faux self de Winnicott ressemble beaucoup plus à ce que nous on pourrait appeler une perturbation de la fonction personnalité, et vous vous souvenez que la fonction personnalité, ce n'est que un des aspects du self. Donc, le self de la Gestalt-thérapie, ce qui me paraît très riche dans cette définition, c'est que ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution. Et d'ailleurs, je me rends compte que, force de l'habitude, je continue à dire le self, alors que ça serait beaucoup plus pertinent de dire self, sans adjectif, pour pas en faire une substance, hein, mais j'ai pris des mauvais plis, comme beaucoup, et je continue à dire le self, mais non, c'est self. Self, c'est une particule. C'est une particule, c'est une caractéristique. Donc, self, comme une fonction éphémère, que Peirce et Goodman définissent comme le synthétiseur, l'artisan de ce qui est nécessaire pour pouvoir faire un ajustement créateur. Donc, quand il y a un ajustement créateur qui est possible, le self va se mobiliser. Plus la situation est difficile, plus je vais être obligé de mobiliser plus de self avec plus d'intensité. Et quand je fonctionne avec mes systèmes d'habitude, avec mes routines, avec ce que Peirce et Goodman appellent la physiologie secondaire, c'est-à-dire le système d'habitude où il n'y a pas de choix, je fonctionne selon mes patterns, mes schèmes de fonctionnement, à ce moment-là, il y a quasiment peu ou pas du tout de self qui est mobilisé dans la situation, nécessaire dans la situation. Donc on est dans quelque chose qui va être éphémère. Peu de self, pas beaucoup de self, beaucoup de self, suivant les situations. Et le self comme nom qui va regrouper tout ce qui est nécessaire, tous les ingrédients qui sont nécessaires pour faire un ajustement créateur. Quand Peirce et Goodman nous parlent des fonctions du self, ils vont nous dire que parmi les fonctions du self, nous allons en examiner 3, qu'ils appellent la fonction ça, la fonction personnalité et la fonction ego. Et ces 3 fonctions sont les fonctions nécessaires et incontournables pour pouvoir faire un ajustement créateur avec l'environnement. Mais il n'exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres fonctions mobilisables pour le self. D'ailleurs, dans le bouquin que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur le self, 2 d'entre nous ont proposé l'ajout de certaines fonctions. Dan Bloom, que certains d'entre vous connaissent sans doute puisqu'il était à Angers il y a 2 ans, a proposé une fonction supplémentaire pour le self qui était la fonction relationnelle. Et moi j'ai proposé une fonction qui soit la fonction esthétique, c'est-à-dire la fonction qui va nous raccrocher à nos sens et qui va donner forme.
Bon, mais on peut s'amuser comme ça aussi à inventer différentes fonctions. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de respecter cette idée d'engagement dans la situation. Quand il y a un engagement dans la situation, il y a du self. Quand il n'y a pas d'engagement dans la situation, il n'y a pas de self. Et dans un texte manuscrit qui n'a jamais été publié, un texte de Peirce lui-même tout seul et auquel j'ai eu accès, à un moment donné, Peirce disait que en fait, ce qu'on appelle self, c'est 50% l'organisme et 50% l'environnement, disait-il. Donc ça veut bien dire que le self, c'est pas soi-même. Hein, c'est une fonction du champ. C'est une fonction du champ. Voilà. Donc si le self n'est pas soi-même, c'est important de savoir à peu près le localiser. Qu'est-ce que je voulais dire là, ça veut dire aussi que, à mon avis, dans la Gestalt-thérapie, on parle de 3 fonctions. La fonction ça, la fonction personnalité, et la fonction ego ou moi. Mais la fonction ego ou moi, elle désigne beaucoup plus cette dimension-là de l'expérience, c'est-à-dire la dimension je. Et ça serait beaucoup plus cohérent, d'appeler ce qu'on appelle la fonction ego ou la fonction moi, de l'appeler la fonction je. Puisque la fonction ego, elle aussi, c'est une fonction éphémère, c'est la fonction qui va mettre en contact avec l'environnement, le besoin, le désir, la direction de sens qui a émané de la fonction ça, plus ou moins façonnée par la fonction personnalité, c'est la fonction je. Là, ça ne veut pas dire que le me, c'est la fonction personnalité, puisque la fonction personnalité, c'est la représentation que j'ai de moi. Hein, et ce n'est pas moi. Mais je dis ça parce que ça a été une de mes motivations à faire ce bouquin sur self. Parce que, je le raconte un petit peu dans la préface, j'étais allé à un congrès de Gestalt-thérapie en Espagne il y a quelques années, et il y a un des théoriciens espagnols qui faisait une conférence et qui a fait un bouquin là-dessus pour opposer les théories de Peirce et les théories de Goodman. Et donc, c'est comme ça qu'il explique aussi l'évolution de la Gestalt-thérapie entre la côte ouest et la côte est, la Gestalt californienne et la Gestalt new-yorkaise. Peirce, pour qui il n'y a que le moi qui compte, et Goodman, pour qui il n'y aurait que le self qui compte. Bon. Et donc, il a trouvé les définitions du moi, trouvé des définitions du self, et il montre, cet auteur-là, il montre à quel point ces définitions sont totalement incompatibles. Et, disait-il dans sa conférence, jamais Peirce n'a écrit un seul mot ou un seul chapitre en utilisant le concept de self. Or, il y a un certain nombre d'articles, de chapitres de Peirce lui-même, de Peirce sans Goodman, qui sont consacrés au concept de self. Alors j'en discute avec lui, je dis mais il y a quelque chose qui ne va pas là, tu as pas lu ces chapitres de Peirce où il parle du self. Il me dit non, ça n'existe pas.
Et j'ai fini par comprendre simplement que cet homme n'avait eu accès au texte de Peirce que au travers de la traduction en espagnol. Or, la traduction en espagnol, celle qui circule le plus, ce sont celles qui sont faites par un éditeur chilien qui s'appelle Cuatro Vientos, qui ne veut absolument pas utiliser un seul mot du vocabulaire des gringos. Donc, dès qu'il y a un mot comme awareness ou self ou des choses comme ça, ils le traduisent. Et ils le traduisent de manière fausse. De manière fausse. Donc, tous les textes de Peirce où Peirce utilisait le concept de self, ils l'ont traduit par ego. Voilà comment on écrit l'histoire. Comment on écrit l'histoire, mais c'est pas nouveau, parce que moi je n'ai jamais fait d'allemand, mais je sais quand même que l'ego ou le super-ego de la psychanalyse, qui est bien chez Freud, qui a inventé ce concept, c'était le ich. Et ich, c'est pas moi, c'est pas ego, c'est je. C'est-à-dire que déjà l'erreur, elle vient des premiers traducteurs de Freud qui ont fait passer, puisque Freud a été beaucoup plus connu par ses traductions en anglais que par le texte original en allemand. Donc, c'est devenu l'ego. Donc la Gestalt-thérapie a repris aussi l'ego, alors que tout ça, régulièrement, c'est pour parler du je. Je qui est, encore une fois, une action, un processus changeant. Une des caractéristiques de la Gestalt-thérapie, c'est vraiment toujours d'être dans la temporalité, dans la notion de processus, de séquence. On n'est pas intéressé par transformer les choses en structure. Quand quelqu'un est en train de dénier quelque chose, ça devient la dénégation. La dénégation, ça y est, c'est figé, c'est une structure. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action de dénier, une résistance. Non, résister, une action, c'est un verbe, un mouvement. Et résister, l'instant d'après, on n'est pas obligé de résister encore. Donc la Gestalt-thérapie ne s'intéresse pas au fait d'immobiliser les choses, de figer les choses. Et la théorie du self de la Gestalt-thérapie est là pour nous le rappeler. Bon, voilà en gros ce que je voulais dire. Après, oui. J'ai une question. N'empêche que c'est pas parce que le mi est donc l'objet de l'action, le bénéficiaire de l'action, exactement, qu'il est dans quelque chose de plus permanent que le jeu. Je vois bien ce que tu veux dire, d'un côté éphémère de celui qui initie l'action, qui serait le jeu, mais le mi, je ne le vois pas non plus comme nécessairement plus... Il est quand même plus stable. Il est plus stable. Ça t'est jamais arrivé de dire oh ben ça c'est pas moi. Ah bah si. Oui. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est pas le résidu? Enfin, c'est peut-être l'engagier, je peux jeter, mais c'est peut-être l'engagier, c'est cette tradition-là qu'on la différenciation entre je et moi, elle est aussi langagière. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus fixe en tout cas. Ouais, parce que qui c'est qui dit, c'est pas moi. C'est des choses. Parce que ce qui m'ennuie, c'est qu'avec ce qu'on dit, c'est qu'on serait en train de rapprocher à ce moment-là l'ego de la personnalité. Non, puisque moi je disais tout à l'heure que je pense que le jeu
c'est ce que nous appelons la fonction écho. Oui. C'est pas le mot. Oui, d'accord. C'est l'inverse. Mais le moi du mi d'ici n'est pas la personnalité non plus. Ce que je trouve intéressant avec ton rappel là, de l'espagnol, et ce qui est bien présent dans le bouquin Bon Pavé, là, dont tu nous donnes envie de le lire, c'est que nos langues, elles nous offrent des horizons plus possibles pour dire les choses, moins possibles. Et là, le self en anglais, il dit quelque chose de très joli. Moi, j'étais en train de penser au parallèle en français avec auto, vous savez, automobile. Et il y a moins ça. Il y a moins ce que tu décris et qui est effectivement très joli et qui permet d'avoir à la fois l'action et une sorte de résultat de l'action. Et je trouve que c'est bien dit dans tous les auteurs que tu as mis autour de la table et qui viennent de pays différents, sur comment ils ont fait aussi avec ça pour le transmettre dans leur langue et le faire vivre dans leur langue. Voilà, donc merci de nous mais alors, déguster là. Comme tu dis, Sophie, il y a vraiment un problème langagier parce que là, j'étais il y a 10 jours en Biélorussie où ils m'ont demandé de faire un programme long sur 3 ans sur qu'est-ce que c'est self. Et j'expliquais ça le premier jour, mais avec un interprète évidemment parce que moi je ne parle pas le russe. Et le problème, c'est que ça et ça, en russe, ça se dit pareil. Et ça rejoint un peu ce que je cherche à dire, en fait. C'est qu'on a 2 mots, mais 2 mots dont la différenciation significative n'est pas claire. Et qu'on croit qu'on se distingue en disant je en tant que sujet et je en tant que bénéficiaire, mais en fait c'est plus une question de langage que de réalité. Enfin, je peux essayer de dire, mais... Il y a une réalité en dehors du langage. Oui, c'est sur le plan dramatique. C'est dur en tant que formateur de pouvoir expliciter ça de manière claire. J'aime bien comment tu le dis, mais il me reste alors le problème avec la fonction personnalité. Alors elle est où là-dedans? C'est le résultat de ce self-service? C'est la représentation que je construis de l'expérience que j'ai vécue. Ça fait partie, c'est une partie du moi. Mais en même temps, on est dans un processus circulaire aussi, parce que le moi va aussi influencer les choix du jeu, bien entendu. Hein, c'est pas le moi n'est pas que un bénéficiaire de l'action du jeu. Il va aussi organiser le fait que par exemple dans le self-service, je ne vais pas prendre des brocolis parce que moi c'est que j'aime pas ça. Ça va aussi parce que je n'aime pas ça. Comment? Ça peut être aussi parce que je n'aime pas ça. Oui, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que j'ai déjà une expérience. J'ai fait l'expérience. Celui qui a de l'expérience, il est là. Oui. Ici, j'ai de l'expérience et ici, je fais l'expérience. Qu'est-ce que tu dis là? Ici, j'ai de l'expérience et ici, je fais une expérience. Si on peut aller un petit pas plus loin, le moins, c'est le bénéficiaire de l'action, c'est aussi celui qui a peut-être désiré l'action. C'est celui qui a peut-être désiré. Les brocolis, vous ne les avez pas désirés, justement. Donc là, on est plutôt pour que le moi puisse apparaître, il faut que la fonction ça soit activée également. Oui, mais c'est
tout l'intérêt du self, de la théorie du self de la gestalt-thérapie qui rassemble ces trois fonctions, ça, moi et personnalité. C'est sûr. C'est moins bénéfique. Hein? Moins bénéfique. Moins peu. Mais ça, c'est la fonction ça. Oui. J'ai pas vu souvent le mot catholique dans le bouquin de gestalt-thérapie. Mais par contre, je remarque que le mot self est parfois écrit en majuscule, avec un S majuscule. Et ça renvoie à quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur comme si on voulait le situer, le structurer ou mettre en instance. Alors ça ne correspond pas du tout à ce que tu viens de commencer à expliquer sur quelque chose de processuel et séquentiel. Si je le mets en minuscule, enfin, je joue un peu sur le... Tu vois, quand je lis un livre et que je vois self majuscule. Oui. Alors, dans le livre fondateur, il n'est jamais écrit en majuscule. Il n'est jamais écrit en majuscule. Par contre, le personnalité est écrit tantôt en majuscule, tantôt en minuscule. Alors, il y a notre ami André Jacques là, qui a écrit le bouquin de Soi, parce que évidemment il l'a traduit parce qu'il est québécois et que les Québécois ils n'aiment pas les mots américains. Donc il a écrit le Soi et il a fait toute une théorisation que j'ai plus en mémoire maintenant entre la personnalité avec un petit p ou la personnalité avec un p majuscule. Mais théoriquement, effectivement, le self n'a pas de majuscule. À propos de la fonction ça, il me semble que Freud, à l'origine, l'avait appelé soi. Il me semble qu'il y a une ambiguïté entre le SES et le soi. Qu'à un moment, ils ont tâtonné, ils ont appelé ça soi, d'où le fait que Jung ait repris le soi. Dans le soi jungien, il y a quelque chose du ça. Tu ne connais pas ça? Non, je ne connais pas ça. Je ne connais pas S. Hermann, Hein? Hermann. Hermann S. Et je crois qu'il y a une autre ambiguïté là, dans les traductions. Il y a une ambiguïté dans le S et soi, c'est des neutres. Donc le soi, c'est un neutre aussi. Voilà. Ça reste à une filiation, parce que bon, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le soi des postes freudiens, que ce soit Winnicott ou que ce soit les Comitiens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se souvenir de cette phrase qui a été commentée par tous les psychanalystes, là où le ça est, je dois advenir. Mais il y a quasiment la même phrase dans le PHC. Oui, mais toi, quand ils disent ça, parce qu'en allemand, ils ont quand ils disent ich, mais ils ont aussi l'expression ich-heit. Ça veut dire c'est le fait d'être je. Donc c'est tout un processus, ça ne dit pas une substance. Et ça, c'est intraduisible en français. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs, en particulier des auteurs non américains, mais qui proposent de plus en plus de dire que le self, c'est pas un concept très intéressant, ce qui serait plus intéressant de parler du selfing, hein, c'est-à-dire du processus de devenir self sans arrêt. Alors ça fait hurler un certain nombre d'amoureux de la langue anglaise parce que c'est horrible de parler du selfing, mais hein. Là, déjà, Gestalt, c'est compliqué pour les gens à s'exprimer. En même temps, ce sera assez mode avec la mode du selfie. Oui, Tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a une tentative pour sortir de cette ambiguïté d'un jeu actif et pas actif comme une espèce d'entité. Oui. C'est le selfing, ça permettrait effectivement de donner toute cette dimension reliée au verbe, Oui. à l'action qu'il y a dans I serve. Alors que dans le me ou le moi, on est vraiment déjà dans une structure, quelque chose de réfléchi qui fixe, dont on a besoin aussi dans nos structures mentales, etc. Mais qui du coup fait quitter le processus.
comme s'il y avait toujours ce dialogue entre ces deux propositions en nous, qui est à la fois l'action de ce qu'on appelle dans Gestalt le self, en fait, ou le je, évidemment, et puis le me, enfin le moi, qui le structure et qui permet ce dialogue. Sans le moi, on ne pourrait pas vivre non plus. Donc il y a vraiment tout le temps ces deux dialectiques. Ouais. Un dialogue. On passe toujours de l'un à l'autre, en fait. Mais en fait, un des paradoxes, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce livre sur self, mais en réalité, je peux avouer aussi que self, c'est un concept que je n'utilise pas. Parce qu'il ne fait pas partie de ma langue. Dans ma langue, quand je travaille en supervision ou quand je raconte une séance de thérapie, le mot self, je ne vais pas l'utiliser pour parler de mon patient. Mais par contre, je considère ce qu'on appelle la théorie du self comme un incontournable, c'est-à-dire toutes les conséquences de cette théorie du self, les déclinaisons en termes de fonction, en termes de temporalité, en termes de séquence de contact, etc., en termes de perturbation, là, toutes les conséquences de ce concept de self, oui, absolument. Là, je m'en sers quotidiennement. Mais le mot self, je m'en sers pas dans le encore une autre ambiguïté. Il y a 3-4 ans, j'étais invité par l'équipe de Bob Resnick, de l'Institut de Los Angeles, comme représentant du courant new-yorkais, et il voulait faire une comparaison entre son école, qui est de la côte ouest, moi qui étais supposé représenter la côte est, et puis Malcolm Bartlett qui était supposé représenter le courant de Cleveland. Et alors lui, il donnait, chacun d'entre nous était supposé donner sa définition de la Gestalt-thérapie, et sa conclusion à Bob Resnick, c'était que l'objectif de la Gestalt-thérapie, c'était de restaurer la self-regulation. Self-regulation. Bon. Alors, self-regulation, ok, mais suivant le sens que chacun d'entre nous on va donner au mot self, on va pas développer du tout la même psychothérapie. Si le self c'est moi-même, ça veut dire que je vais être moi-même l'agent de ma propre régulation, donc perspective complètement individualiste. Hein. Et si on a une définition plus goodmanienne du concept de self, et qu'on dit self, c'est les fonctions de contact, les fonctions d'ajustement créateur, ça veut dire que ma régulation, elle va se faire dans et par le contact. On va pas pratiquer la même thérapie, mais les deux vont dire self-regulation, c'est la définition même de la Gestalt-thérapie. Nous, on traduit par autorégulation. Autorégulation, ben auto, c'est moi-même. Hein. Jean-Marie, moi, il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot expérience, parce que tu en parles pas mal dans tes bouquins, et de plus en plus, de la structure de l'expérience et de l'assimilation de l'expérience. Et si on revient à cette idée d'identité ou simplement d'ajustement créateur, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Un petit peu. Parce que c'est un mot qui me parle plus que le mot self. Ben, le concept d'expérience, bon, les philosophes s'y cassent les dents depuis un certain nombre
de siècles. Moi, ça fait aussi pas mal d'années que je nous dis à la communauté gestaltiste, ça serait intéressant qu'on s'attelle à définir ce concept pour nous. Parce que en plus, c'est même chez nous, c'est entre avoir l'expérience et faire l'expérience, on est dans deux registres qui sont différents et complémentaires. C'est pour ça que tout à l'heure je disais le jeu, on est dans le faire l'expérience, et le me dans le avoir une expérience ou avoir de l'expérience. Expérience en latin, ça veut dire éprouver, ça veut dire essayer, éprouver. J'essaye. Alors là, on est dans le processus, on est dans le contact. Une des définitions de l'expérience que nous offre Peirce et Goodman, c'est la frontière contact, puisqu'ils nous disent la frontière contact, c'est là où a lieu l'expérience. Donc nous sommes quasiment dans des synonymes avec frontière contact. Avoir l'expérience, eh ben c'est la fonction personnalité. Et en même temps, à certains moments, par exemple, Goodman nous dit aussi que idéalement, il pourrait être considéré comme saint de n'avoir aucune personnalité. Dans notre culture, on apprécie beaucoup les gens qui ont de la personnalité, mais avoir de la personnalité, en réalité, c'est avoir une organisation rigide. Comme cet amphi qui est vous êtes prié de ne pas déplacer les meubles. Donc dans la proposition goodmanienne, idéalement, on n'aurait pas de personnalité. Ce qui veut dire par là, enfin du moins la manière dont je le comprends, c'est que c'est intéressant de pouvoir être tout frais, naïf par rapport à ce qui se présente. C'est-à-dire de ne pas avoir des connaissances a priori de la situation, de l'objet ou autre. Enfin, la mémoire, le corps humain a une mémoire, donc ça on ne pourrait pas non plus en faire l'impasse. Ben oui, mais on sait bien que c'est même cette proposition d'être sans personnalité, c'est un argument complètement théorique. Utopique, un sophisme. Oui. Mais c'est comment je vais structurer mon expérience et comment je vais l'assimiler en ta présence, par exemple. Donc ce ne sera pas de la même manière que je ne vais pas l'assimiler de la même manière en la présence de Pierre-Yves, par exemple. Ben oui. J'espère bien. Et alors comment dire? Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Je veux te faire dire ça. Tu veux me faire dire ça? Ben, tu l'as dit. C'est comment, dans l'assimilation, je vais structurer cette expérience et avec quel soutien je vais pouvoir structurer cette expérience. Je pense à ça parce que dans ma clinique, j'ai pas mal de personnes qui sont des personnes en exode ou des personnes en demande d'asile, où l'expérience est... Oui. Dans ma clinique, donc j'ai pas mal de personnes demandeuses d'asile
et où je ne vais pas travailler nécessairement sur la réhabilitation identitaire, mais plus sur la réhabilitation des ajustements créateurs. Et quelque chose qui me semble important, c'est de travailler sur comment, en ma présence, les couches successives d'expérience peuvent accueillir la nouveauté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est un peu vers ça que je voulais t'orienter dans ma question. Puisque une question. Alors comment est-ce que je peux t'aider à développer ça? Je ne vais pas développer ça. J'aimerais bien que tu le développes. Notamment dans ton bouquin Le changement commence à deux. Je trouvais très intéressant justement cette manière dont tu parlais de la structuration de l'expérience en présence de l'autre. Et d'un point de vue gestaltiste, je trouvais intéressant aussi qu'on puisse s'appuyer sur l'ajustement créateur et que c'est assez central comme concept. Je ne sais pas ce que je peux en dire, mais ce qui me paraît de plus en plus clair, c'est lié à la posture de chant. Pour moi, le chant, c'est de moins en moins une chose, c'est de moins en moins une entité, mais de plus en plus une posture philosophique, une conception de l'homme. Un chant, ça n'existe pas. Puisque c'est quelque chose qui est fondamentalement mouvant. Mais ce que je trouve passionnant de plus en plus, c'est de prendre conscience que, par exemple, si j'ai quelque chose à dire, si j'ai un récit à faire, et si je fais ce récit à Patrick, si je fais ce récit à Dominique, si je fais ce récit à Pierre-Yves, à n'importe lequel d'entre vous, ça ne sera jamais le même récit. Même si je raconte un événement qui s'est produit de mon histoire, ça sera jamais le même récit. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'autre est co-créateur de mon récit. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que je ne parle que de moi. En racontant quelque chose de mon enfance, par exemple. Je vais avoir l'impression que je ne parle que de moi, alors que je parle tout autant de toi. Je ne sais plus qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est pas moi dans cette histoire. Et c'est pour ça que si on travaille dans une perspective de chant, en thérapie, peut-être au départ, il est important de savoir se placer dans une position d'indifférenciation. C'est-à-dire qu'il y a un matériel, il y a des affects, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des pensées. C'est toi qui les énonces ou c'est moi qui les énonce, mais toi tu les vis comme t'appartenant en propre, mais peut-être que ça appartient d'abord à la situation, avant de t'appartenir à toi ou à moi. Donc on a, à mon avis, tout à repenser à partir de ces nouveaux prémices dans lesquels la situation est première et non pas l'individu qui est premier. Il y a de plus en plus de philosophes, de sociologues, de psychologues qui pensent avec ces idées-là, avec l'idée que c'est la situation qui est première. Alors, ça nous oblige à recomposer, à repenser complètement plein de niveaux de notre expérience et plein de niveaux de notre pratique pour privilégier d'autres niveaux de lecture, d'autres niveaux d'intervention, d'autres niveaux de structuration. Et bon, moi j'y travaille, on est un certain nombre à y travailler. Dernièrement, on a fait paraître à l'Exprimerie aussi le livre de Georges Wolantz, La Gestalt-thérapie de la situation. Je vous recommande vivement de le lire parce qu'il revisite tous les concepts de la Gestalt-thérapie en les situant dans une perspective de champ, en les situant dans une perspective de situation. C'est vraiment excellent et ça,
vraiment, ça pousse un pas plus loin la théorie des origines, et ça essaie de dépasser un certain nombre de contradictions ou de choses qui avaient pu être vécues comme contradictoires dans les textes fondateurs. Voilà, mais pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus. Oui. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Cette histoire de partir de l'indifférenciation, ça me paraît être en cohérence avec notre posture de Gestalt-thérapeute, mais ça me paraît surtout et aussi avoir des effets cliniques très très ouvrants, parce qu'on sort de croyance où ça serait lui qui ou moi qui. Donc je trouve qu'à la fois ça déculpabilise le thérapeute qui croit qu'il fait des bourdes, mais non, il ne fait pas de bourdes, il est en train de parler de ce qui se passe, et ça ne renvoie pas le patient à quelque chose qui serait son histoire et son affaire. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir que ça a non seulement un intérêt dans notre cohérence d'une posture solide, une posture qui tient plutôt que solide, et incertaine, et des effets thérapeutiques que ça peut avoir. C'est-à-dire que ça ouvre des possibles qui sont faramineux pour moi. Oui, mais alors, là encore, au niveau de la théorie, on est confronté à une merde au niveau de la traduction. Parce que on parle depuis... Moi, j'ai toujours entendu parler dans la communauté gestaltiste de l'indifférence créatrice. L'indifférence créatrice, alors certains ont même écrit des textes là-dessus qui se rapprochent de la culture zen, de l'orientalité, avec des théories du non-attachement, l'indifférence, etc. Bon, mais en réalité, Peirce est allé emprunter ce concept à Saul Friedlander, un philosophe de sa génération allemand, et ce concept d'indifférence, le mot allemand qui était utilisé par Friedlander, c'est pas indifférence au sens de non-attachement, c'est indifférenciation, non-différenciation, non-différence, c'est quand même autre chose que le non-attachement ou l'indifférence. Hein? Alors vous voyez comment les théorisations se tordent avec les merdes de traduction. Je voulais rebondir sur ce que Chantal vient de mentionner, Chantal juste avant, parce qu'effectivement, ça ouvre des perspectives, mais ça nécessite une dialectique. Ça nécessite une dialectique, un dialogue, une mise en compréhension, une mise en tension, une confrontation entre une approche telle qu'on vient de la développer et ce que vient chercher le patient, lui, qui souffre et qui est là avec sa souffrance, qui se demande qui il est, et qui a besoin peut-être de se construire une histoire d'identité, qui parle d'identité. Et je trouve que c'est sans doute un peu le thème de cette journée, c'est d'un côté on a notre belle théorie et ça ouvre des tas de perspectives, et d'un autre côté on a une véritable attente qui parle d'identité. Oui, mais alors... et d'où la nécessité de... Justement, si nous pratiquons vraiment comme Gestalt thérapeute, ça veut dire aussi que dans le cours de la séance, où est-ce qu'on va aller chercher l'information? Et où est-ce qu'on va inviter le patient à aller chercher de l'information? Si on va chercher l'information dans la fonction personnalité, ça veut dire qu'on va chercher l'information dans les archives.
Il y a parmi nous, dans la communauté gestaltiste, un certain nombre de gestalt thérapeutes qui accordent beaucoup d'importance à la fonction personnalité. À commencer par les Polster, parmi les plus célèbres. Toutes leurs théories de la gestalt thérapie, ce sont des théories de la fonction personnalité. Moi, en tant que thérapeute, j'essaye toujours de mettre le plus possible que je peux la fonction personnalité entre parenthèses pendant la durée de la séance. Faire en sorte que le patient s'appuie le moins possible sur ce qu'il sait à propos de lui-même ou sur ce qu'il pense à propos de lui-même, pour aller chercher l'information, non pas dans ses archives, mais dans l'ici et maintenant de la situation. Parce que là, on l'a sous la main, on l'a sous les yeux, et là, il y a quelque chose dont on fait l'expérience ensemble, ici et maintenant. Donc, j'ai peut-être la représentation de moi que je suis comme ci ou comme ça, mais ce qui est en train de se passer ici et maintenant, qu'est-ce que ça me donne comme information? Je ne demande pas aux patients d'être dans l'ici et maintenant. Ça, c'est être dans l'ici et maintenant, c'est une aberration, c'est une croyance. Mais par contre, moi, thérapeute, je suis sensible à ce qui se passe dans l'ici et maintenant, pour me servir de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Et donc pour inviter le patient aussi à aller chercher l'information dans ce qui se passe.